Bienvenue dans cette nouvelle émission de Deviens photographe. Alors pour cette première émission de l'année 2015-2016, j'ai voulu vous faire profiter une dernière fois du panoramique magnifique qu'on a ici dans la réserve naturelle du Bouel, près de Rennes. Alors aujourd'hui, ce que je vais aborder est un sujet qui n'est pas forcément maîtrisé par tout le monde, c'est le format des fichiers. Le JPEG, le RAW, le TIFF, le DNG, à quoi ça sert? Qu'est-ce que tel format de fichier apporte par rapport à tel format de fichier? Quand est-ce qu'il faut l'utiliser? Quand est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser? On va voir ça aujourd'hui, on y va, let's go, c'est parti. Comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui on va voir les différents formats des fichiers, le JPEG, le TIFF, le RAW, le DNG. Quels sont les points forts, quels sont les points faibles de ces fichiers-là? Quand est-ce qu'il faut les utiliser? Quand est-ce qu'il ne faut pas les utiliser? Je vous avais promis que durant cette année, il y aurait plusieurs intervenants. Dès la première émission de cette année 2015-2016, on va commencer. Il y aura un intervenant en fin d'émission pour le DNG, puisqu'en plus d'être photographe, il travaille chez Adobe, donc il est bien placé pour nous en parler. Il a déjà fait des vidéos dessus. On en reparlera en fin d'émission. Pour l'instant, on attaque le JPEG. On y va, let's go. Le premier format qu'on va attaquer aujourd'hui, c'est le JPEG. JPEG pour Joint Photographic Experts Group. C'est un format qui a été pensé dans les années 1978, ils ont commencé vraiment à le développer dans les années 1981 et la norme qu'on utilise aujourd'hui a été fixée en 1991. C'est un format de compression qui permet de représenter de façon numérique les images. Alors pourquoi de compression? Tout simplement parce que dans les années 1991, ceux qui l'ont vécu en informatique le savent très bien, les espaces disques étaient très chers et Internet qui commençait vraiment tout juste à se développer ne proposait pas un débit aussi rapide qu'aujourd'hui. Résultat, les opérations, il fallait trouver un moyen d'avoir des images mais qui ne prenaient pas trop de place et qui n'étaient pas trop lourdes au niveau du poids. Le JPEG propose plusieurs modes de compression, c'est-à-dire que vous pouvez très bien ne le compresser qu'un tout petit peu, comme vous pouvez très bien le compresser beaucoup. Il faut juste savoir que plus vous allez le compresser et plus vous allez perdre en qualité au niveau de votre image. N'importe quel appareil photo aujourd'hui est capable de générer un JPEG. Pour choisir le format de JPEG que votre appareil photo peut faire, je vous renvoie vers le menu de votre appareil photo. Généralement, si ce n'est pas le premier menu, c'est dans les premiers menus, c'est qualité d'image ou un truc de ce genre-là. Et vous pouvez choisir depuis Fine jusqu'à beaucoup plus détérioré. Donc il va changer non seulement la taille du fichier, mais il va changer aussi le taux de compression. Généralement, on a trois types de formats, c'est-à-dire on a large, medium et small. À chaque fois, en fait, c'est la même taille pour le large, pour les medium et pour le small, mais dans chacun des catégories, large, medium et small, il y a plusieurs modes de compression qui font que soit vous allez avoir de la très bonne qualité, soit vous allez avoir de la qualité un peu moins bonne. Le JPEG est codé sur 8 bits, c'est-à-dire qu'il permet d'avoir 256 couches d'informations par couleur, rouge, vert et bleu, le fameux RVB. C'est une image bitmap, c'est-à-dire que c'est assez simple, c'est-à-dire que n'importe quel logiciel en général qui peut ouvrir une image peut la lire. C'est un format très simple, en gros, dans le fichier, on dit que pour la coordonnée X, Y, c'est tel code couleur. C'est aussi simple que ça. Du coup, n'importe quel logiciel, que ce soit votre Explorer Internet ou votre Windows Images ou ePhoto ou n'importe quel logiciel capable de lire une photo est capable de lire du JPEG. Ça, c'est un des gros avantages du JPEG. Par contre, le JPEG ne peut accueillir qu'un seul espace colorimétrique à la fois. C'est-à-dire que si vous regardez sur votre appareil photo, vous pourrez choisir entre sRVB et Adobe RVB. Donc le sRVB, en fait, c'est un espace colorimétrique plus restreint que le RVB. Quels sont les avantages du JPEG? Déjà, tous les appareils photo le génèrent. Ensuite, beaucoup de logiciels savent le lire. C'est un format ouvert, c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez trouver sur Internet les normes qui vous permettront de lire ou d'écrire du JPEG. C'est-à-dire que demain, vous pouvez très bien créer un logiciel qui va vous permettre en fait d'écrire ou de créer un JPEG ou de lire un JPEG. Donc il y a très peu de chances en fait que ce format-là disparaisse. Le deuxième avantage du JPEG, c'est qu'il permet en fait d'avoir des fichiers qui ne sont pas trop lourds. Donc il est parfaitement adapté par exemple pour Internet. Même si aujourd'hui les débits proposés sont beaucoup plus importants que dans les années 1991, au moment où le JPEG a été créé, c'est vrai que c'est un format qui va vous permettre en fait de pouvoir échanger facilement des photos, que ce soit sur Internet, que ce soit par mail ou même les envoyer d'un téléphone à un autre, ça fonctionne très bien. Voilà ce que l'on peut dire en général sur les qualités du JPEG.
Les inconvénients du JPEG. Il faut savoir que le JPEG, contrairement à un RAW, a une plage dynamique plus courte. C'est-à-dire qu'en gros, si vous devez prendre des photos dans des situations de lumière, difficiles, par exemple, vous avez une grande plage dynamique sur la scène que vous voulez prendre en photo, c'est-à-dire que vous avez du très sombre comme du très clair. Si jamais vous avez besoin de monter vos ISO aussi, il faut savoir que le JPEG gère moins bien tout ça. C'est-à-dire que la plage dynamique du JPEG est plus courte que celle du RAW et au niveau des ISO, il le gère moins bien. Vous aurez plus de bruit à apparaître sur le JPEG que sur le RAW. Un des autres inconvénients majeurs du JPEG, c'est qu'en fait, dans le fichier JPEG, ce n'est pas ce que votre capteur a pu voir. C'est-à-dire que si vous sauvegardez que le JPEG, entre le signal du capteur et le JPEG, votre appareil photo va appliquer un tas de filtres que vous avez déjà pré-réglés, du style le contraste, la saturation, la netteté, la balance des blancs, si vous êtes en noir et blanc ou en couleur. Tout ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le RAW à la base, puisque votre appareil photo prend forcément un RAW, et on va l'appauvrir pour arriver au format du JPEG petit à petit en passant par ces différents filtres. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas faire de retour arrière, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez généré votre JPEG, eh bien vous n'avez pas la possibilité vraiment de le retoucher vraiment beaucoup. Ça, c'est un des gros problèmes du JPEG. C'est-à-dire qu'en gros, si vous shootez en JPEG, si vous gardez que le fichier JPEG, eh bien vous devez être sûr de ne pas faire d'erreur, parce que pour les corriger, ça va être assez compliqué. L'autre inconvénient majeur du JPEG, c'est qu'en fait, il dégrade la qualité des photos à chaque fois que vous sauvegardez à nouveau la photo. Je m'explique. Si par exemple, vous avez une photo de JPEG qui fait à peu près 1 méga, on va dire, au niveau du poids, si vous la sauvegardez 10 fois consécutif, alors, je veux dire par là, vous l'ouvrez sur un logiciel, vous la travaillez, vous la sauvegardez, vous refermez l'image, vous la réouvrez, vous la retravaillez, vous la re-sauvegardez, ainsi de suite. Parce que si vous la gardez ouverte et vous la sauvez 10 fois, en fait, le logiciel repart de la qualité qu'il a en mémoire lui. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si vous repartiez à chaque fois du JPEG de base et vous le re-sauvegardiez lui 10 fois dans 10 versions différentes. Non, non. Là, je vous parle de prendre le JPEG, de le travailler, de le sauvegarder, de le refermer au niveau du logiciel, de le réouvrir et ainsi de suite. Vous le faites 10 fois et vous allez voir que, en fait, au fur et à mesure, la qualité de votre JPEG va vraiment se dégrader. Si vous prenez un coucher de soleil, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez voir les strates de couleurs qui vont carrément apparaître. Ça, c'est vraiment le gros problème du JPEG. Moi qui shoot tout le temps en RAW, quand je génère mon JPEG à la fin pour qu'il puisse être envoyé n'importe où et que n'importe qui puisse le lire, je ne le sauvegarde qu'une seule fois, c'est-à-dire au moment de la création, de manière à détériorer un minimum, en fait, la qualité du JPEG. Donc voilà, faites attention si vous utilisez un JPEG, c'est si vous avez des conditions difficiles de lumière, que vous devez monter les ISO, que vous avez beaucoup de contraste, c'est pas vraiment le format le mieux utilisé. Qui plus est, vous n'aurez pas le droit à l'erreur au niveau de la balance des blancs, de la saturation, de tout ce que vous voulez, puisqu'en fait, une fois que c'est fait, c'est archivé au niveau du JPEG, et vous aurez perdu toutes les autres informations. Ça, c'est vraiment les gros problèmes du JPEG, et faites attention à la façon dont vous sauvegardez vos photos, ne sauvegardez que très peu le JPEG, ne le sauvegardez pas plusieurs fois consécutifs, sinon vous allez le détériorer. Du coup, quand est-ce qu'il faut utiliser le JPEG et quand est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser? Le JPEG est bien pour un instantané, par exemple, lorsque vous êtes entre amis, en famille, vous voulez prendre des photos comme ça rapidement. C'est bien aussi pour pouvoir livrer les photos rapidement. Si par exemple vous faites des photos de sport, que vous voulez les livrer à un blog ou à une revue et que vous avez besoin de le faire rapidement, bien, comme c'est prêt directement, vous pouvez les envoyer directement. Le JPEG étant beaucoup plus léger, il est très adapté pour pouvoir l'envoyer par mail, le mettre sur Internet ou même l'envoyer par MMS. Par contre, le gros inconvénient du JPEG, il est vraiment déconseillé lorsque vous avez une plage dynamique très large sur la scène que vous voulez prendre en photo, c'est entre très sombre et très clair, lorsque vous devez monter les ISO et surtout si vous souhaitez retoucher votre photo, c'est vraiment pas un format adapté. Dès que vous allez essayer de retoucher vos photos en JPEG, vous allez tout de suite détériorer la qualité de votre photo. On passe au format suivant, le TIFF. Le format TIFF, Tile Image File Format, c'est le vrai nom du TIFF, a été inventé dans les années 1992, en tout cas la version 6.0 qu'on utilise aujourd'hui a été fixée dans les années 1992. C'est un format qui a été inventé par les deux sociétés Microsoft et Aldus. Aldus est une société qui a disparu aujourd'hui, elle a été rachetée par Adobe. C'est pour ça que très souvent on dit qu'Adobe a inventé le TIFF. C'est pas tout à fait la vérité, mais vu qu'Adobe est devenu propriétaire d'Aldus, elle est devenue propriétaire du TIFF. Contrairement au JPEG, le TIFF est un format container, c'est-à-dire que tout comme le zip ou le point AVI, le zip on peut mettre plusieurs fichiers et ça apparaît qu'en un seul, le point AVI c'est pareil, vous avez le son Wave dedans et vous avez la vidéo dedans, avec en plus des données de synchronisation pour que le son et la vidéo défilent ensemble. Et bien le TIFF c'est pareil, d'où le nom Tile File Format, puisqu'en fait tag c'est tout simplement on peut mettre pas mal de choses à l'intérieur. Entre autres le TIFF peut, contrairement au JPEG, accueillir plusieurs espaces colorimétriques en même temps. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir du RVB que du sRVB en même temps.
Le TIFF est codé minimum sur 12 bits jusqu'à 64 bits. Je vous rappelle, le JPEG était codé sur 8 bits. 8 bits permettait d'avoir 256 couches d'informations par couleur RVB. Le fait de passer à 12 bits nous permet de passer de 256 couches d'informations à 4096. Vous voyez tout de suite la différence du TIFF. Le TIFF aussi, contrairement au JPEG qui est un algorithme de compression et qui malheureusement détériore en fait les images, ne détériore pas les images. C'est-à-dire que le TIFF, sans mauvais jeu de mots, est un format natif. C'est-à-dire que vous pouvez le sauvegarder 2 millions de fois, à la fin vous aurez exactement la même qualité qu'au début. Les avantages du TIFF. Le TIFF étant codé de 12 à 64 bits, il ne perd pas ou très peu d'informations en fait par rapport à ce que votre capteur peut capturer. Alors, très peu d'informations parce qu'il en perd une quand même. C'est-à-dire que si en TIFF, si votre appareil photo génère un TIFF et que vous vous trompez dans la balance des blancs, vous ne pourrez pas vraiment la récupérer correctement après. Alors évidemment, si c'est un tout petit écart entre ce que ça aurait dû être réglé au niveau de la balance des blancs et la réalité, c'est pas très grave, c'est récupérable. Mais par contre, si vous avez un gros écart, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais fait sur le JPEG et le RAW et vous verrez qu'en RAW, en fait, on peut récupérer la totalité. En TIFF, c'est pas tout à fait le cas. Si jamais vous deviez régler votre balance des blancs à 2700 degrés Kelvin et vous l'aviez réglé à 10 000, pour récupérer, c'est impossible. C'est vraiment la grosse perte. L'autre gros avantage, comme on peut monter jusqu'à 64 bits, eh bien on peut prendre plusieurs RAW par exemple et le mettre ensemble pour par exemple faire un HDR. C'est ce que j'avais fait par exemple dans la vidéo ici sur le HDR où je passais depuis Lightroom vers Photoshop. Quand j'étais sous Photoshop, je mergeais en fait les 3 photos, je générais un TIFF et je revenais sous Lightroom. On voyait que sous Lightroom, en fait, j'avais absolument toutes les données puisque je pouvais passer du noir absolu au blanc absolu au niveau de la photo, ce qui me permettait d'avoir vraiment un JPEG en 64 bits. C'est le gros avantage du TIFF. L'autre gros avantage du TIFF, c'est qu'il est connu, donc du coup, beaucoup de logiciels gratuits ou payants peuvent le lire sans aucun problème. Même votre Windows Image ou iPhoto, ce genre de logiciels savent lire informatif. Les gros inconvénients du TIFF, eh bien en fait il est très lourd, c'est-à-dire que par rapport au JPEG il va être minimum 7 fois plus lourd, voire beaucoup plus lourd. Moi j'ai déjà généré des TIFF qui faisaient plus de 2 Go, donc vous voyez que ça peut monter beaucoup. Ça c'est vraiment le gros inconvénient du TIFF. L'autre inconvénient du TIFF, je vous disais par rapport au RAW ou ce genre de fichier, c'est que vous ne pourrez pas rechanger votre balance des blancs et même la netteté, le contraste, je vous disais tout à l'heure on peut les modifier mais il y a quand même certaines limites dessus. L'autre inconvénient du TIFF, c'est qu'en fait, contrairement au RAW ou au DNG qui vont permettre de pouvoir retoucher les photos sans dégrader la qualité derrière, eh bien, si vous retouchez beaucoup vos photos, vous risquez de perdre au niveau de la matière derrière. Enfin, le dernier inconvénient, on l'a vu par rapport au premier inconvénient, c'est-à-dire que comme il est très lourd, il n'est vraiment pas étudié pour mettre sur Internet, l'envoyer par mail et encore moins par MMS. Quand utiliser le TIFF? Le TIFF en fait est un format qui va vous permettre de retoucher vos photos si jamais vous ne travaillez pas en DNG. Le RAW évidemment vous ne pourrez pas le sauvegarder, c'est-à-dire vous pouvez le générer évidemment par votre appareil photo, mais une fois que vous voulez le retravailler, vous ne pourrez pas le re-sauvegarder en format RAW. Vous serez obligé de le sauvegarder soit en format DNG, soit en format TIFF. On verra tout à l'heure, mais le DNG, on va dire, c'est la nouvelle version du TIFF. Donc effectivement, vous peut-être mieux le sauvegarder en DNG, mais on va voir ça tout à l'heure. Le TIFF aussi peut vous permettre d'éditer vos photos. C'est-à-dire que contrairement au JPEG, si vous voulez imprimer vos photos, il est mieux de les travailler en TIFF, à la limite de générer le JPEG à la fin, mais vraiment de travailler en TIFF si vous voulez imprimer vos photos. Ça, c'est un des gros avantages du TIFF par rapport au JPEG. On voit le format suivant, le fichier RAW. Le RAW, Unprocessed, caméra, image, capturing data. C'est-à-dire qu'en gros, rien que dans le nom, il dit tout, ce sont les données pures du capteur qu'on va mettre directement dans un fichier. Contrairement au JPEG, où je vous disais tout à l'heure, quand vous allez photographier, il y a une différence entre ce que voit votre capteur et ce que vous sauvegardez dans le JPEG. Et bien là, normalement, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on va appliquer aucun traitement. Que vous changiez la netteté, la saturation, la balance des blancs, le fait d'être en noir et blanc, à la fin, vous aurez toutes les informations. Par exemple, si vous shootez en noir et blanc, eh bien à la maison, votre photo sera en couleur si vous gardez le RAW. Donc le RAW est codé de 12 à 14 bits, c'est-à-dire que comme pour le TIFF tout à l'heure qui était codé minimum en 12 bits, eh bien on peut mettre minimum 4096 couches d'informations par couleur RVB, rouge, vert et bleu. C'est-à-dire qu'il couvre largement l'espace colorimétrique Adobe RVB. Le sRVB, l'espace colorimétrique sRVB est plus petit en fait que le format RVB. Si vous shootez en RAW, faites comme moi, je suis paramétré sur le Adobe RVB plutôt que le sRVB. On verra les espaces colorimétriques dans une autre émission, mais en gros, tenez-vous juste pour dire que le sRVB est de moins bonne qualité que le Adobe RVB ou le Adobe 1998. C'est-à-dire que dans le Adobe RVB, vous avez beaucoup plus d'informations au niveau des couleurs. Et par exemple, si vous prenez des photos avec beaucoup de couleurs chatoyantes, il vaut mieux vraiment un espace colorimétrique Adobe RVB que sRVB.
Donc sur votre appareil photo, c'est réglable. Moi, je l'ai réglé sur Adobe RVB. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est facile de passer du Adobe RVB vers le sRVB qui est plus appauvri, tandis que l'inverse n'est pas possible. C'est-à-dire que si vous photographiez et gardez seulement l'espace colorimétrique sRVB, vous ne pourrez pas revenir en format sur l'espace colorimétrique Adobe RVB. Les avantages du RAW, eh bien le RAW en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, ne perd absolument aucune information. C'est-à-dire que dans le fichier, vous avez exactement ce que votre capteur a pu capturer en fait au moment de la prise de vue. En gros, c'est un format qui va vous permettre, lorsque vous débutez, de faire plus d'erreurs. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, en argentique, on pouvait faire beaucoup d'erreurs. Le JPEG, lui, n'en permet pas. Donc le RAW va permettre de revenir un peu comme on avait la possibilité de le faire en argentique, c'est-à-dire au niveau des pellicules. Le RAW va vous permettre, par exemple, de vous tromper dans la balance des blancs. Je l'ai prouvé dans ce tutoriel-là, où on remet tout de A à Z et vous voyez qu'on peut tout refaire. Il va mieux gérer aussi les ISO. Alors, je vous renvoie vers les vidéos d'ISO, même si je ne parle pas de la différence entre le RAW et JPEG, mais toutes les photos que j'ai prises, évidemment, étaient en RAW. Donc du coup vous aurez moins de bruit si vous pouvez retravailler votre RAW, vous aurez moins de bruit à la fin sur la photo que si vous le prenez directement en JPEG. En plus, comme vous avez toutes les données du capteur, c'est un format qui va vous permettre de vraiment retravailler vos photos sans dégrader vraiment la qualité de votre photo. Donc ça, c'est vraiment un gros plus si vous souhaitez retravailler vos photos. Qui plus est, comme je vous le disais, comme le RAW ne perd absolument aucune donnée par rapport à ce que peut capturer le capteur, vous pourrez tout remodifier après. C'est-à-dire qu'en gros, la balance des blancs, le contraste, la saturation, la netteté, et même si vous shootez en noir et blanc, il faudra savoir qu'à la maison, il faudra refaire votre noir et blanc parce que vous aurez une couleur. Enfin, un des gros avantages du RAW, c'est que par rapport au JPEG, il a une plage dynamique plus large, je vous disais, de 3, 4, voire plus en nombre d'IL, je parle en nombre de f-stop si vous préférez vraiment le vrai terme, mais en gros, il a entre 3 et 4 f-stop minimum de plus que le JPEG. C'est-à-dire que là où au JPEG, vous allez avoir du noir et du cramé, au niveau du RAW, vous allez avoir du sombre et du clair. C'est quelque chose de vraiment intéressant lorsque vous avez des conditions difficiles de lumière, lorsque vous prenez votre prise de vue. Quels sont les inconvénients du RAW? Eh bien le RAW, contrairement au JPEG ou au TIFF, ne peut pas être sauvegardé. C'est-à-dire que si vous modifiez votre photo, vous ne pourrez pas sauvegarder en format RAW. Vous serez obligé de passer en format TIFF ou DNG. On reverra le format DNG tout à l'heure. L'autre inconvénient du RAW, c'est qu'il est 5 à 7 fois plus gros que le JPEG. C'est-à-dire qu'en gros, il vous faudra aussi 5 à 6 fois plus de place sur votre carte mémoire, sur vos espaces disques aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Du coup, pour le travailler, il est un petit peu plus lourd pour les logiciels. L'autre gros inconvénient du RAW, c'est qu'en fait, chaque constructeur et même chaque appareil possède son RAW. C'est-à-dire qu'en vrai, aujourd'hui, à la date où je vous parle aujourd'hui, il y a plus de 200 formats de RAW différents. Résultat des opérations, tous les logiciels ne savent pas lire le RAW. Qui plus est, même si vous avez un logiciel qui sait lire un RAW, vous achetez un appareil plus moderne, il faudra peut-être mettre à jour votre logiciel pour qu'il puisse lire le nouveau RAW en fait, de votre nouvel appareil photo. Donc ça, c'est vraiment un des gros inconvénients en fait, du RAW, c'est qu'il reste en fait un format propriétaire du constructeur. C'est-à-dire que sur Internet, contrairement au TIFF ou au JPEG qu'on a vu jusqu'ici, vous ne trouverez pas les spécifications pour pouvoir en fait créer un logiciel qui va vous permettre de lire le RAW ou encore plus de le sauvegarder en RAW. Du coup, quand utiliser le RAW, moi je l'utilise tout le temps, je vous disais, il permet de faire des photos avec des plages dynamiques plus larges que si je shootais avec seulement en conservant le fichier JPEG. Il permet d'avoir moins de bruit au niveau des ISO lorsque vous prenez les photos. Il est idéal aussi si jamais vous voulez retravailler vos photos, c'est vraiment quelque chose d'idéal. Et enfin, si vous voulez l'imprimer votre photo, vaut mieux que vous shootiez en gardant le RAW plutôt qu'en gardant seulement le JPEG. Je vous disais tout à l'heure, vous pourrez déjà faire plus de retouches, mais qui plus est, en RAW, de 4096 couches d'informations, on passe en JPEG à 256 seulement. Du coup, vous voyez que tout de suite, il y a un grand intérêt si vous voulez imprimer votre photo après pour retravailler un peu votre photo pour avoir quelque chose de mieux. Voilà ce que l'on peut dire sur le RAW. Alors, pour le dernier format, le DNG, qui est en fait une propriété d'Adobe, puisque c'est Adobe qui l'a créé, j'ai voulu faire intervenir quelqu'un qui s'y connaît, parce qu'il est photographe, et en plus il travaille chez Adobe. Ça tombe bien, il a déjà fait des vidéos d'ailleurs sur le RAW et le DNG, donc on va voir si on arrive à le joindre. Alors, j'ai ma petite tablette magique qui va me permettre de faire afficher en fait l'écran à côté. Voilà, maintenant il suffit de trouver la bonne fréquence à côté, on y va. Hop, ici, tac. Non, ça c'est autre chose, c'est pas la même chose. On y va, on essaye. Alors, let's go. Ça vient. Bonjour Tom. Salut Benoît. Bonjour, alors excuse-moi de te déranger, apparemment tu es en train de manger, je suis désolé de te déranger comme ça. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Tom Migo de Tom Migo Photographie, je vous conseille sa chaîne, il fait des très bonnes vidéos. Bonjour tout le monde, ça va? Alors Tom, comme tu travailles chez Adobe, je voulais savoir si tu pouvais, tu as fait des très bonnes vidéos sur le DNG et le RAW, je voulais savoir si tu pouvais nous faire partager tes connaissances. Très bien, qu'est-ce que tu veux que je t'explique?
Alors, comme tu connais, tu travailles chez Adobe, je disais, donc le truc, ce que je voudrais, c'est que tu nous expliques un peu pourquoi Adobe a créé le format DNG, comment l'utiliser, quelles sont les contraintes si on veut l'utiliser en fait. C'est un sujet vaste, tu me donnes combien de temps? Je sais pas, 2-3 minutes. Non? Ouais, bon, attends, je sais, c'est pas beaucoup, mais je te demande en fait de simplement de pas développer autant que dans tes vidéos. Je renverrai les gens vers tes vidéos, je vous jure, il a fait des très bonnes vidéos là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ok. Alors, le DNG, donc, c'est un format RAW. DNG, c'est un acronyme qui signifie Digital Negative en anglais. Donc, le négatif digital, c'est un format qui a été créé par Adobe en 2004, qui est basé sur un autre format aussi créé par Adobe, mais en 2001 cette fois, qui était le format TIFF. Alors, format RAW, pourquoi un autre format RAW? En plus, Adobe ne crée pas d'appareil photo. Eh bien, pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de standard pour les formats RAW. Vous voyez, vous avez un format RAW, en fait, par fabricant d'appareils photo. Donc, pour Canon, c'est le CR2, pour Nikon, c'est le NEF, pour Pentax, c'est le PEF et autres. Et donc, vous avez une multitude de formats. Vous avez même, on pourrait même jusqu'à dire que vous avez autant de formats que de modèles d'appareils photo, puisqu'à chaque fois il y a un nouveau modèle, en fait, il y a une nouvelle mise à jour des specs et donc, du coup, une nouvelle version, donc, nouveau format RAW. Voilà. Et tout ça rend les choses beaucoup plus compliquées pour tous les éditeurs de logiciels tels que Adobe pour rester toujours dans la course, et ça coûte beaucoup d'argent, etc. Et donc c'est sûr que si on a un standard pour ce format RAW, eh bien ça simplifierait les choses grandement, aussi en plus dans l'esprit, dans le temps, pour être sûr, comme le format JPEG par exemple, qui est un standard, et donc du coup 20 ans plus tard on pourra toujours l'utiliser, alors que s'il reste propriétaire, eh bien on n'en a pas les garanties. Voilà. Alors c'est un format propriétaire, le DNG, certes, mais qui est libre, c'est-à-dire que dès le premier jour, Adobe a dit, voilà, je crée le standard, et puis vous pouvez l'utiliser, vous pouvez en faire ce que vous voulez, les specs sont accessibles sur le site d'Adobe. Si vous avez envie de créer une solution, donc si vous êtes développeur, vous voulez créer un logiciel autour du DNG, que ce soit la conversion, l'utilisation, etc., vous pouvez le faire, et vous ne devez absolument rien à Adobe. C'est pour ça que la plupart des logiciels d'édition, donc toutes les solutions Adobe, mais aussi DxO, Google avec les solutions Nix, Aperture de Apple, tous ces logiciels-là utilisent le format, reconnaissent le format DNG. Alors, il n'y a pas que d'ailleurs, vous avez aussi les appareils photo eux-mêmes, tels que les marques, tels que Hasselblad, vous avez aussi Leica, vous avez Samsung, vous avez Ricoh, Casio et autres, même Pentax, ont des modèles qui vont produire le fichier RAW au format DNG, voilà. Et si vous n'avez pas ces appareils-là, eh bien vous pouvez toujours convertir au format DNG en utilisant soit l'outil de conversion DNG Converter d'Adobe que vous trouvez sur le site, qui est gratuit bien sûr, ou bien vous pouvez utiliser vos logiciels, comme j'ai dit tout à l'heure, qui vont vous convertir votre fichier natif au format DNG. Alors les avantages, eh bien, ils sont nombreux, puisque vous gardez toutes les informations que vous avez dans votre fichier natif, donc votre CR2, vos NEF, vos PEF, etc. Vous gardez toutes ces informations-là dans le format DNG, mais les avantages, c'est que vous êtes sûr que dans le temps, votre fichier sera toujours lisible, ce qui n'est pas toujours le cas pour ces formats propriétaires. Mais enfin, il y aurait énormément de choses à dire à ce sujet-là. Alors, est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci Tom, c'est vraiment très sympa de ta part, et puis ponctuel en plus, c'est bien. Ah bah, je t'en prie, il y aurait tellement de choses à dire. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tes connaissances. Alors je vous renvoie vraiment vers la chaîne de Tom, il fait des très bonnes vidéos, vous allez voir, il en a fait sur le RAW, le JPEG, le DNG. Comment l'utiliser dans Lightroom, c'est vraiment une chaîne très complète, et c'est plus complet que ce qu'il a fait là aujourd'hui, puisqu'il a fait juste un petit résumé en fait aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'il y a trop de choses à dire et on ne peut pas le faire, je voulais pas squatter ta chaîne. Non écoute Tom, t'es vraiment le bienvenu quand tu veux, tu viens squatter ma chaîne quand tu veux en fait, il n'y a aucun problème là-dessus. Bah, je t'en prie. Bah écoutez, je vous renvoie vraiment vers la vidéo Tom, c'est vraiment très sympa, et puis merci à toi Tom vraiment d'avoir partagé avec nous. Ben, je t'en prie, ça me fait toujours plaisir de te parler et puis parler à ton audience qui est charmante. Bah écoute, il n'y a pas de problème, tu reviens vraiment quand tu veux. Je vous renvoie vraiment vers les vidéos Tom, je sais, je l'ai déjà dit, mais franchement c'est une très bonne chaîne que j'adore. Allez les voir, vous allez voir, vous ne serez pas déçus du tout. Allez voir ces vidéos, elles sont très très bien faites en fait à côté. Ben, je t'en prie, et puis si tu es de passage à Édimbourg, ou vous, eh bien n'hésitez pas, passez me voir. Ouais, mais ça, il n'y a pas de problème, si un jour on passe à Édimbourg, je te promets, on passera te voir, il n'y a aucun problème, on boira un verre ensemble. Donc voilà, c'était Tom, merci à lui d'avoir partagé avec nous toutes ses connaissances, c'est vraiment super sympa. Je vous dis, il travaille chez Adobe, donc il est un des mieux placés. Attendez. Hop, Tom, ouais, au fait, juste un truc.
Si jamais on voit quelque chose qui nous plaît... Eh ben, capture-le, mais au format RAW par contre. J'adore cette phrase, j'adore quand il dit ça, c'est vraiment son leitmotiv. Donc voilà, vous avez tout pour le JPEG, le TIFF, le RAW, le DNG. Maintenant, on va voir un peu les avantages et les inconvénients un peu de chaque. On va résumer un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de toute cette vidéo? Eh bien, déjà, merci à Tom d'être venu. Je sais, je l'ai déjà dit 100 fois, mais j'adore ce qu'il fait. C'est vraiment très très bien. Je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Donc, le JPEG, c'est vraiment le fichier qu'il faut générer à la fin, une fois que vous avez travaillé votre photo et ne le sauvegardez qu'une seule fois, comme on l'a vu. Le TIFF, je vous disais, c'est un format qui va sans doute disparaître. Le DNG va sans doute le remplacer. Maintenant, la question qui va se poser. Moi, je shoot tout le temps en RAW. C'est vrai qu'un certain nombre d'appareils, tels que Leica, tels qu'Hasselblad, qui ne sont pas des petites marques, commencent à générer en DNG, c'est-à-dire que suivent Adobe. Mais il y a quand même un problème là-dessus. Le problème du RAW. Le problème du RAW, c'est est-ce que dans 10-15 ans, en fait, les logiciels seront toujours capables de lire le RAW de mon appareil photo? Effectivement, moi déjà, sur mon ancien 5D, il faut savoir que j'ai été obligé d'updater en fait les logiciels qui étaient capables de lire les RAW de mon ancien 5D pour lire les nouveaux 5D. Mais du coup, est-ce qu'un jour, les anciens RAW, en fait, les nouveaux logiciels seront toujours capables de les lire? Ça, c'est vraiment la question. Du coup, est-ce qu'il faut que je passe en DNG? Oui, mais le DNG, c'est propriétaire quand même. C'est-à-dire que c'est un format ouvert, c'est-à-dire que tout le monde peut le lire, tout le monde peut générer en fait du DNG ou l'écrire. Mais le problème, c'est que ça reste quand même la propriété d'Adobe. Si demain Adobe veut en faire quelque chose d'autre, ils peuvent le faire. Ça veut dire qu'en fait, Adobe, grâce à ça, peut mettre à genoux en fait les autres producteurs de logiciels et du coup, les constructeurs sont un peu obligés de suivre après derrière. Ceci dit, je pense que c'est un consortium. Moi qui ai travaillé dans les télécoms, on faisait des grosses réunions régulièrement. Nous, j'étais éditeur de logiciels et justement, on faisait des grosses réunions avec les télécoms pour savoir ce dont ils avaient besoin d'ici 4 à 5 ans et on éditait les logiciels en conséquence. Je pense que Adobe n'a aucun intérêt à ne pas travailler avec les constructeurs et que justement imposer son DNG, lui, va lui permettre par contre de s'imposer au niveau des logiciels. Ça, c'est un autre problème qui peut être un peu problématique quand même parce que quand un seul éditeur permet de s'imposer, il peut faire tout et n'importe quoi, entre autres au niveau des prix. Donc, il faudra faire attention à ça. Mais maintenant, voilà le problème. Est-ce que je garde mes RAW et du coup, dans 10 ans, 15 ans, est-ce que je ne saurai pas? Alors, comme vous l'a dit très bien Tom dans sa vidéo, il existe des outils d'Adobe qui vont vous permettre de passer votre RAW en DNG. Faut-il le faire? Ça, c'est un choix qu'il va falloir voir. Je vous rappelle, Kodak était vraiment la référence quand on était en argentique, a aujourd'hui quasiment disparu. Ils ne font plus que les éditions. Ils ont fait du numérique au départ, mais ils n'ont pas su se développer. Résultat des opérations, qu'adviendra-t-il du DNG si Adobe demain disparaît? Ça, c'est une autre question. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, faites de belles photos et la prochaine fois, je pense qu'on sera en intérieur. Bye, faites de belles photos.